Bonjour à tous, bienvenue dans Vos Animaux. Je suis vraiment ravie de vous retrouver pour cette rentrée, 5e saison de Vos Animaux. C'est un plaisir et surtout je vous remercie car c'est grâce à votre fidélité que cette émission existe. Alors au programme aujourd'hui, nous n'échapperons pas à la rentrée dans Vos Animaux car ça les concerne aussi. Même s'ils ne travaillent pas, vos animaux de compagnie subissent aussi la rentrée professionnelle de leur maître. De leur point de vue, reprise du travail est synonyme de changement d'horaire et pour beaucoup, de retour à la solitude en journée. Vous ne savez pas comment aborder ce changement de rythme avec vos animaux? Nous allons vous donner des astuces en compagnie de mes deux premières invitées. L'une spécialiste du comportement canin, l'autre spécialiste du comportement félin. Et puis côté vie sauvage, nous allons partir dans les airs à la découverte du vautour. Un rapace majestueux que nous nous sommes donné beaucoup de mal à réintroduire. Voilà qu'il est aujourd'hui décrié. On essaiera d'y voir clair en compagnie d'un représentant de la LPO, la Ligue de protection des oiseaux. C'est le directeur général de la LPO qui sera en ma compagnie. Enfin, dans C'est votre histoire, vous allez rencontrer une amoureuse des animaux qui œuvre pour promouvoir l'adoption responsable à travers son association qui s'appelle la Maison des Animaux et qui recueille des animaux errants ou sortis de fourrière ou encore abandonnés par des particuliers. Elle s'appelle Sabine Gros. Elle nous dira comment elle travaille et surtout on fera un point par rapport aux abandons de l'été. 0826 300 300, nous sommes en direct dans Vos Animaux. Vous êtes bien sûr les bienvenus. Je vous attends pour réagir, pour poser vos questions sur chacun de ces sujets. Bienvenue dans Vos Animaux si vous écoutez Sud Radio en ce samedi matin de rentrée. Et justement, la rentrée, il en est question aujourd'hui puisque nous allons essayer de comprendre comment nos animaux vont-ils devoir s'adapter à ces changements. Changement de vie de leur propriétaire veut dire aussi adaptation de leur côté. Pour nous éclairer sur ces sujets, j'ai eu le plaisir de recevoir deux habitués de cette émission. En premier lieu, Catherine Collignon. Bonjour Catherine. Bonjour Natacha, bonjour à tous. Merci Catherine d'être avec nous sur Sud Radio. Vous êtes éducatrice canine, vous êtes spécialisée et pionnière en éducation positive en France. Avec vous, on va voir comment on va adapter la vie de nos chiens à cette période de rentrée. Et puis, nous serons également accompagnés par Sandy Descorsia. Bonjour Sandy. Bonjour Natacha. Merci également Sandy d'être avec nous. Les auditeurs vous connaissent bien sur l'antenne de Sud Radio car les chats n'ont aucun secret pour vous et vous allez aussi nous conseiller sur nos chats parce que on l'a dit, rentrée veut dire vraiment changement brutal d'habitude pour nos animaux. Ils ont passé plusieurs semaines en notre compagnie, 7 jours sur 7, voire 24 heures sur 24 et d'un seul coup il va falloir s'habituer à autre chose. Est-ce que les chats, on va commencer avec vous Sandy, ont besoin d'une adaptation particulière pour ces changements de rythme liés à la rentrée? Ça peut arriver, vous avez certains chats pour qui la routine est vraiment importante et certains ont pu se faire une routine avec l'été, avec notre présence un petit peu modifiée. Donc oui, il y en a certains qui vont nous regarder bizarrement à la rentrée, je pense. Que faut-il prévoir justement pour eux pour faire en sorte que nos périodes d'absence, quand on doit reprendre le travail, se passent au mieux dans leur vie quotidienne? Dans l'idéal, c'est essayer de prendre une routine à nouveau habituelle, c'est-à-dire on va se lever un petit peu toujours aux mêmes horaires le matin, donc peut-être mettre en place un petit rituel avec son chat le matin et le soir quand on rentre du travail ou de l'école, afin qu'il se dise « Ah, j'aime bien cette nouvelle routine et je la comprends rapidement ». Et est-ce que pour la journée, lorsqu'il est tout seul, ce petit minou, il faut aussi trouver des occupations nouvelles ou est-ce qu'il va tout simplement se débrouiller? Alors ça dépend des chats, mais c'est une très bonne idée effectivement de penser à son occupation quand on n'est pas là. Donc comme pour les enfants on leur achète un nouveau cartable, et bien pourquoi pas acheter une nouvelle gamelle pour nos chats, une gamelle ludique, ce qu'on appelle, qui les fait un petit peu réfléchir quand on n'est pas là pour qu'ils s'occupent. C'est quoi une gamelle ludique Sandy? Ça ressemble à quoi? Alors ça peut être sous forme de plateau ou de tour et en fait on met les croquettes souvent à l'intérieur et le chat doit réfléchir et utiliser sa patte pour aller chercher ses croquettes. Donc on est vraiment sur un petit jeu de réflexion. Donc ça permet effectivement de l'occuper. On va parler de nos chiens également. Restez avec nous, bien sûr, Sandy. Catherine Collignon, les changements liés à la rentrée quand on a un chien ou des chiens, ça a des conséquences. Quand on reprend le travail, on est moins disponible. Les sorties doivent se gérer différemment. Quels conseils pouvez-vous prodiguer aux maîtres de chiens ?
Alors, au niveau des chiens, évidemment, il va falloir tenir compte du tempérament, de la génétique, du besoin d'activité. Mais on peut avoir, par exemple, une caisse à jouets avec de nombreux jouets et puis des petits os à mâchouiller, etc. Enfin, on remplit de trésors cette petite caisse à jouets que l'on va donner au chien uniquement quand on va le laisser seul ou qu'il a besoin de s'occuper. On le laisse chercher, on le laisse découvrir ce qu'il y a dans sa caisse à jouets et on peut changer tous les jours en apportant un nouveau cadeau tous les jours. Ça peut être une assez bonne idée. Donc finalement, pour, vous voulez dire, l'occuper. Catherine, que notre départ va être associé à quelque chose d'hyper sympathique pour lui, Voilà. un nouveau jouet. Un nouveau jouet, mais beaucoup de jouets dans une petite caisse qui prendra plaisir et il prendra du temps à découvrir ces nouveaux cadeaux. Très bien. Est-ce qu'il faut lui dire quelque chose quand on part? Alors, moi, Ne t'inquiète pas, mon toutou, je reviens tout à l'heure. Moi, je suis pour mettre une routine au quotidien et d'habituer nos chiens à accepter l'idée qu'on parte parce qu'ils savent qu'on va revenir. Donc, je dis toujours à mes chiens, vous restez, vous m'attendez. Donc, effectivement, il y a ce rituel. D'accord. On va donner la parole à Elisabeth qui a composé le 0826 300 300, le numéro du standard de Sud Radio. Bonjour Elisabeth. Bonjour. Elisabeth, vous êtes confrontée à cette gestion de la rentrée avec vos animaux. Vous avez quoi, Elisabeth? Des chiens, des chats? Alors j'ai les deux, j'ai des chiens et des chats. Oui. Et comment faites-vous alors? Alors bon, si vous voulez, moi en fait, c'est vrai, j'ai appliqué à peu près tout ce que la personne tout à l'heure, l'intervenante a dit. Oui. Et ils ont beaucoup de jouets. Enfin voilà, j'ai ça et j'ai trouvé la solution parce que j'en ai pris deux à chaque fois. C'est-à-dire j'ai 2 chats et 2 chiens. Et donc comme ça, vous avez l'impression que les journées sont moins longues pour eux, ils jouent ensemble, ils ont un copain. Voilà, c'est ça. Ils ont leur petit monde, ça leur fait une petite... voilà, ils sont un petit groupe en fait. Hein. Il y a 4 animaux en tout. Et 2 chats, 2 chiens, ça veut dire que ils ont leur petite vie à deux. Oui, je trouve qu'ils sont moins... quand on s'absente, hein, évidemment, sinon on a un seul chien et puis on est là souvent. Et quand ils sont seuls longtemps, je trouve que c'est quand même bien. Est-ce que c'est votre cas, Elisabeth? Est-ce que vous partez longtemps dans la journée? Alors, plus maintenant, mais je l'ai fait avant. Actuellement, je suis en semi-retraite, donc d'accord, je suis donc beaucoup un chez petit moi. peu plus disponible. Mais c'est vrai qu'avant, quand j'avais un seul chien ou même un seul chat, c'était quand même un peu pénible pour lui. Et puis, il est arrivé que j'en ai 2 et j'ai trouvé que quand même, ils avaient un meilleur confort. Vous vous êtes rendu compte que ça leur faisait du bien. Comment gériez-vous vos périodes d'absence par rapport aux besoins de promenade des chiens? Parce qu'avec les chats, c'est un petit peu plus facile quand même, il faut bien l'avouer. Oui. Quand j'étais à l'extérieur et que je travaillais, en fait, si vous voulez, j'ai pas eu vraiment de problème parce que je partais pas si longtemps, donc mon chien attendait en fait. Hein. Et ensuite, quand je partais en vacances, j'ai un voisin qui s'en occupe. Il vient chez moi, il prend les animaux et puis il les sort. Bon, vous êtes super organisée, Elisabeth, bravo. Oui, je me suis organisée. Quand on a un animal, il faut prévoir toujours c'est clair. Voir plusieurs solutions. On peut pas, il faut toujours avoir plusieurs personnes, même et plusieurs solutions, je pense. C'est vraiment important déjà pour être rassuré soi-même. Bien sûr. Et puis être sûr que son animal ne soit pas en déshérence et puis éviter le stress. Parce que si on doit partir et qu'au dernier moment on n'a pas de solution, ça devient quand même assez compliqué. Effectivement, oui. Ceci dit, je trouve que l'idéal, c'est vraiment de l'avoir avec soi. Un animal, c'est vraiment idéal. Oui, mais quand on travaille, c'est pas toujours facile. C'est vrai. Et il y a peu d'entreprises qui acceptent. Voilà. Oui, ce n'est pas encore très répandu. Il va peut-être falloir y avoir envisager un nouveau mode de travail. Écoutez. Oui, le télétravail, en tout cas, convient assez bien à nos animaux, ça c'est sûr. Je pense que c'est ça. Merci en tout cas, Elisabeth, pour votre témoignage. On repart au standard, toujours en compagnie de nos 2 spécialistes ce matin, Catherine Collignon et Sandy Descorsia, l'une spécialiste du comportement et de l'éducation canine, l'autre spécialiste des chats. Et c'est Estelle qui est avec nous. Bonjour Estelle. Bonjour. Estelle, vous avez aussi des animaux, j'imagine.
Oui, alors j'ai un chat et un chien. Oui. Et moi j'appelle en fait par rapport à mon chat. Oui. Pour elle, la rentrée rythme avec le vaccin qui c'est le rappel du vaccin pour le mois de septembre, la semaine prochaine. Et ma question c'est en fait ça fait 2 années que le vaccin rime avec beaucoup de stress pour elle parce qu'elle se transforme en tigre. Je suis vétérinaire. Et du coup cette année je me demande en fait dans la balance en fait est-ce qu'il faut que je la soumette à ce stress qui est vraiment la vétérinaire est obligée de mettre les gants, moi aussi, c'est un cirque, voilà, et donc et je me demandais comment faire pour qu'elle soit moins stressée, et y a-t-il quelque chose à faire voilà. Alors d'abord, avant de passer la parole à Sandy qui va vous répondre sur le comment faire, la vaccination est vraiment importante pour nos animaux, pour les chiens et pour les chats. Je ne sais pas si votre chat sort à l'extérieur, Estelle. Alors un petit peu, mais pas beaucoup en fait. On a un jardin, elle peut sortir à l'extérieur, mais en fait elle se rythme. Alors c'est marrant parce qu'elle arrivait elle après le chien. Et en fait, elle suit parce que comme on a une clôture, elle suit le territoire du chien. En fait, elle ne dépasse pas la clôture. Bon, idéalement, il faut quand même faire vos vaccinations régulières. C'est important pour préserver la santé de votre animal de compagnie, parce que même si il sort peu ou elle sort peu, eh bien, elle n'est pas exempte de contracter des maladies contagieuses. Donc, c'est vraiment très important. Sandy, quel conseil pourrait-on donner à Estelle pour éviter que ce moment de vaccination se transforme en un moment fort désagréable, visiblement, et très stressant? Alors, il y en a beaucoup des conseils, et puis c'est vrai que c'est assez courant malheureusement que les chats n'aiment pas aller chez le vétérinaire, mais c'est vrai que c'est nécessaire. Donc il y a plein de choses à faire. Déjà en premier lieu, c'est de voir si le fait de sortir la caisse de transport n'est pas déjà un événement un petit peu stressant pour votre chat, parce que beaucoup de chats n'aiment pas la caisse parce qu'on la sort que quand il faut aller chez le vétérinaire. Donc ils voient la caisse arriver et déjà ils se mettent en stress à ce moment-là. Est-ce que c'est le cas, Estelle? Non, là c'est pas le cas parce qu'elle peut pendant le transport ça se passe bien, elle n'est pas trop stressée. D'accord. Donc c'est pas le transport le problème, voilà. C'est le veto. Non. Bon. Oui, d'accord. Donc, alors, Sandy. C'est déjà l'arrivée. Bon, c'est déjà ça. Ça c'est très bien parce que c'est vrai que la caisse déjà c'est la première étape. Et ensuite chez le vétérinaire, il faut voir avec son vétérinaire et son équipe d'ASV aussi s'il y a moyen de mettre en place des choses, ce qu'on appelle un petit peu cat friendly, c'est-à-dire un peu plus délicates. Donc de prendre un petit peu de temps, de placer une serviette sur la cage le temps d'attente, et après d'essayer de respecter au maximum le stress du chat. Alors si elle n'est pas trop stressée, on peut la laisser explorer un petit peu le cabinet, la salle de consultation avant de lui faire son vaccin. Et puis après, sinon peut-être si vraiment ça la met dans un état catastrophique, peut-être voir avec le vétérinaire directement si avant de venir, il y a moyen de lui donner quelque chose pour simplement la calmer, l'apaiser. Ça se fait régulièrement et ça permet d'avoir un chat un petit peu plus serein pour ces moments-là et que la visite se passe mieux pour lui comme pour vous. Oui, parce que de toute façon, la contention forcée comme ça, elle sera forcément source d'un mauvais souvenir, et la fois d'après, ce sera encore pire. Ben voilà, c'est sûr que ça. Oui. Eh bien, écoutez, voyez Estelle avec votre veto s'il ne peut pas vous aider, peut-être avec un petit tranquillisant avant la visite, pour que ça se passe le plus gentiment possible. Merci à vous, en tout cas, Estelle, d'avoir appelé le standard de Sud Radio. Merci à vous. Je voudrais revenir, au revoir Estelle, je voudrais revenir avec Catherine Collignon sur des conseils par rapport aux sorties de nos chiens. Catherine, quand on travaille et qu'on a un ou plusieurs chiens, comment gérer leurs sorties hygiéniques au cours de la journée? Quels sont leurs besoins exactement? Alors là, évidemment, on part du principe que la personne est relativement disponible, je suppose. Je voulais revenir un petit peu là-dessus parce que peut-être aussi, j'ai oublié de parler qu'il faudrait peut-être faire appel à des promeneurs pour chiens ou à un voisin. C'est vrai. Quand il faut couper la journée en deux, parce qu'un chien devrait rester seul maximum 4 heures, sachant que les chiens peuvent rester... Et c'est mieux le matin pour eux, et l'après-midi, ils ont besoin d'activité bien souvent. Après, comment dire, et juste Catherine, pour rebondir sur ce que vous dites, les promeneurs pour chiens, évidemment, il y a des services payants de professionnels qui sont organisés, qui sortent les
les animaux en groupe, qui viennent les chercher à votre domicile, qui les ramènent à votre domicile. Mais il y a aussi pas mal d'applications qui vous permettent de trouver un voisin à côté de chez vous qui va être une personne de confiance, qui va sortir votre chien et auquel cas ce n'est pas payant. Donc toutes les solutions sont possibles, il faut vraiment se renseigner. Oui, tout à fait. Après, attention, moi je suis peut-être un petit peu comme beaucoup de maîtres, je ferai très attention à qui promène mon chien quand même, que la personne soit sympathique avec mon chien, utilise des friandises et qu'il n'y ait pas de stress, mais c'est important de le dire quand même. Bien sûr. Donc voilà, mais en tout cas c'est important de pouvoir aussi rythmer ses journées, et un chien qui reste tout seul 8 heures, bien évidemment ça va être extrêmement compliqué pour lui, et surtout de se retenir pour les besoins. Parce que quand la vessie est pleine, il faut que le chien sorte et puisse se libérer à ce niveau-là. Donc comment gérer ? Ça va dépendre du rythme du chien de la journée, je dirais. Moi, je pourrais dire quand même peut-être donner, si vous restez plus de 4 heures, si le chien reste tout seul plus de 4 heures, par exemple 5 ou 6 heures, peut-être lui donner la gamelle la moins grosse le matin. Et peut-être favoriser le repas le plus important en rentrant du travail, par exemple, si le chien a 2 repas par jour. Et après, des chiens adultes peuvent se retenir, les jeunes chiens ne pourront pas se retenir. Donc après, l'idée est de savoir comment gérer quand le chien a fait ses besoins à l'intérieur de la maison. Donc on évite de le gronder, de le secouer parce qu'il a fait ses besoins. Toutes ces choses-là ne servent à rien, engendrent du stress et ne régleront pas le problème. Il faut laisser le chien grandir, et le chien naturellement va apprendre à faire ses besoins à l'extérieur plutôt que dedans. Et juste par rapport à ça, Catherine, certaines personnes ont pour idée, et vous allez nous dire si c'est une bonne ou une mauvaise idée, de mettre des alaises, des choses qui permettent au chien de faire ses besoins dans la maison. Est-ce que ça, c'est une chose à faire ou pas ? En fait, j'ai pas de réponse pour ça. Il y a des gens qui sont absolument stressés par l'urine sur le sol, etc. Et s'ils trouvent ce compromis confortable plutôt que de gronder le chien, alors je dirais, faites-le. Après, le problème, c'est que le chien va prendre l'habitude de faire ses besoins, donc du coup à l'intérieur, et on se retrouve. Et si l'idée, c'est que le chien apprenne à faire à l'extérieur, donc il va falloir passer par un, entre guillemets, déconditionnement. C'est aussi apprendre au chien à faire dehors quand il est en âge de pouvoir contrôler sa vessie, parce qu'on a 2 apprentissages. Je m'arrête un tout petit peu là-dessus. C'est que les chiens sont naturellement propres. À partir du moment où un chien fait en dehors de sa couche, il faut se dire que le chien est propre, en tout cas du point de vue du chien. Ce qu'on doit apprendre à nos chiens, c'est à faire dehors plutôt que dedans, ce qui est hyper important à comprendre. Donc le chien, naturellement, en grandissant, il a 2 apprentissages, faire dehors plutôt que dedans, et attendre avant d'aller faire dehors. Et ces apprentissages se mettent en place naturellement chez les chiens. Il faut juste le laisser le temps de comprendre l'idée. Donc pour ce qui est d'attendre, en fait, ça se met aussi en place le week-end quand on est avec le chien, le soir quand on est avec le chien. Si le chien va vers la porte et demande à sortir, on lui dit juste tu attends 2 minutes, on se lave les mains et puis on sort le chien. On met déjà la notion d'attente. Voilà, donc il va serrer ses fesses et il va dire ok, j'attends 2 minutes avant d'aller au WC. Et souvent on veut des chiens ultra propres, dès 2 mois, 5 mois, et on y voit après des problèmes de comportement. Il n'y a pas de problème de comportement. Les problèmes de comportement vont s'identifier d'une autre façon, et là il faut faire appel à un professionnel. Mais sinon, naturellement, les chiens ne sont pas tous propres au même moment, et en plus, ils ne peuvent pas tous se retenir, ça dépend de l'apprentissage qu'on met en place. Donc mon conseil, c'est de sortir le chien aussi souvent que possible, de lui dire que c'est bien et ne pas mettre trop de stress pour qu'il fasse ses besoins à l'extérieur. La dernière sortie du soir, je conseille pour la dernière sortie du soir de sortir le chien en laisse, de rien lui dire, d'être plutôt dans l'ignorance du chien, mais dès qu'il fait ses besoins, de le féliciter, lui dire que c'est super. Et une fois qu'il a fait, par exemple, son dernier besoin, on rentre à la maison, on lui dit que c'est bien. Sinon, le chien va penser qu'il peut jouer, qu'il peut s'occuper à autre chose. Et le soir, quand on habite en ville, c'est extrêmement confortable. On va sortir le chien en laisse, il sait que c'est pour ses besoins et on le rentre à la maison. Ça, c'est pour la dernière sortie du soir. Et après, la journée, on fait du mieux possible. Si on peut, on le sort aussi souvent que possible. Et un chien adulte peut se retenir quand même pas mal de temps. Mais il faut quand même se mettre à leur place
un petit peu. Et honnêtement, si une personne travaille 8 heures par jour, n'est pas là, avant d'adopter un chien, il faut quand même réfléchir 2 minutes à ce qu'on va faire vivre au chien quand même. Eh bien, Ça, merci beaucoup Catherine Collignon pour ces précieux conseils, et on sait à quel point vos conseils sont efficaces. Sandy, juste très rapidement, est-ce que vous pouvez nous donner 2 conseils à retenir pour les chats ? Eh bien, s'ils s'ennuient de notre absence, peut-être enrichir leur milieu en ajoutant des occupations comme des gamelles ludiques, par exemple. Et pour ceux qui sont contents de nous voir rentrer quand même à la maison, eh bien, établir tout de suite une routine le matin et le soir quand on revient pour qu'ils soient contents de nous voir repartir. Merci à vous Sandy Descorsia, merci à Catherine Collignon pour toutes ces explications liées à la rentrée. On se retrouve nous d'ici quelques minutes, on va parler faune sauvage, on va parler des vautours. Vos animaux continue avec sa séquence consacrée à la faune sauvage. Nous célébrons aujourd'hui la journée internationale de sensibilisation aux vautours, un rapace emblématique qui avait disparu de notre territoire, mais qui, grâce à des programmes de conservation, vole à nouveau dans notre ciel depuis une quarantaine d'années. Le directeur général de la LPO, la Ligue de protection des oiseaux, est avec nous pour nous parler de ces oiseaux qui ont parfois mauvaise réputation, alors qu'ils sont, vous allez voir, fort utiles pour la nature. Bonjour Yves Verriac, merci beaucoup d'être avec nous aujourd'hui sur l'antenne de Sud Radio. Bonjour et merci à vous. Merci infiniment d'être là. Je sais que vous êtes très occupé en ce moment parce que c'est le congrès international pour la protection de la nature dans le sud de la France. Néanmoins, il était important de parler des vautours. Merci donc d'avoir accepté cette intervention. Combien d'espèces de vautours sont présents sur notre territoire ? Alors, il y en a 4. Le plus connu, c'est celui de Lucky Luke, bien sûr. Le vautour fauve de 2,6 mètres d'envergure. Il a un long cou dénudé, une collerette. Je pense que les gens le visualisent bien. Alors, il a fait l'objet de programmes de réintroduction, celui-ci, un pilote entre 81 et 2006. Il y a eu 5 programmes. Le deuxième, un peu plus petit, c'est le vautour moine. Alors, pas plus petit en envergure, il fait 2,9 mètres. Pourquoi moine ? Parce qu'il a un plumage sombre, tel la bure des moines, et puis il a un crâne tonsuré. Donc lui aussi a fait l'objet d'un programme de réintroduction depuis 92. Et qui est encore en cours d'ailleurs dans le Verdon. Mais au départ, il y avait 3 régions du sud de l'Hexagone. Le plus grand, c'est le gypaète barbu, d'une envergure de près de 3 mètres, qui a aussi fait l'objet, et en ce moment fait l'objet de programmes de réintroduction importants en Europe depuis 86, qui a concerné l'arc alpin et les Pyrénées. Et là, notre objectif, c'est d'arriver à faire une connexion entre les populations des Alpes et celles des Pyrénées. Puis le dernier, alors ces 3 vautours-là, ils sont sédentaires, vous les trouvez toute l'année en France, alors que le 4e, beaucoup plus petit, le vautour percnoptère, le percnoptère d'Égypte, qui est celui qui casse les œufs avec un caillou. C'est un migrateur subsaharien, donc celui-là il fréquente la France pour se reproduire, mais il passe l'hiver en Mauritanie, au Mali, au Sénégal, et celui-ci n'a pas fait l'objet de réintroduction. Est-ce que l'on peut dire que les vautours sont toujours menacés en France malgré les programmes de réintroduction qui existent ou qui ont existé sur ces différentes espèces ? Alors, les vautours sont toujours potentiellement menacés parce que il suffit, on a vu par le passé qu'on peut éradiquer des espèces et qu'il est très très compliqué de les faire revenir. C'est beaucoup plus facile d'empêcher qu'ils disparaissent que d'essayer de les faire revenir après. Alors, est-ce que l'état de conservation du vautour fauve est mauvais ? Non, il est en expansion, il est plutôt en bon état, mais il est victime de tirs. On récupère régulièrement des oiseaux tués par balle. Il est victime d'empoisonnement, il reviendra. Oui, beaucoup en plus vraisemblablement, parce qu'on a eu encore deux gypaètes tués dans le parc de la Vanoise il n'y a pas si longtemps. Vraisemblablement, ce sont des victimes collatérales des empoisonnements qui visent les loups, des carcasses empoisonnées, et eux ils arrivent et bien sûr voilà.
Ce ne sont pas eux qui seraient visés directement. J'aimerais, avant qu'on parle de leur mauvaise réputation, parce que quand on parle du vautour, forcément, il faut aussi parler de cela. On voit régulièrement des brèves dans les médias où on dit que des vautours ont attaqué des troupeaux. On ne peut pas faire abstraction de ça. Je sais que Yves Vérillac, vous, en tant que directeur général de la LPO, vous souhaitez défendre une autre image du vautour et c'est aussi pour ça qu'on vous invite dans cette émission pour nous présenter ces animaux. Comment vivent-ils ces animaux ? Mais en fait, ce sont des vautours nécrophages, donc qui mangent les cadavres, et ils ont un rôle important dans les écosystèmes montagnards, très très liés au parcours pastoraux. Et ils débarrassent l'environnement des cadavres d'animaux morts avant les stades de putréfaction et donc potentiellement d'émergence de foyers pathogènes, de maladies. Donc ce sont un peu les gros fossoyeurs de la nature. Oui, vraiment. Et puis, alors, ce qui est vraiment génial dans cette famille de vautours, c'est qu'ils ont chacun un rôle bien déterminé et ils sont physiologiquement adaptés. Le vautour fauve, alors bon, on va parler un petit peu d'animaux morts. Je suis désolé, mais c'est pas l'heure du déjeuner, mais leur morphologie, le premier qui arrive, le vautour fauve qui a son grand cou dénudé, pourquoi il a son grand cou dénudé? C'est parce qu'il arrive pour aller chercher les parties molles des carcasses. Donc il est fait pour rentrer au plus profond de l'animal mort. Tandis que le vautour moine qui arrive après est équipé pour s'attaquer à des parties plus dures. Ensuite, le percnoptère, lui, va faire plutôt les cartilages, les tendons, des cheveux. Et le dernier, qui est le gypaète, lui, va s'occuper des os. Vous imaginez ça? C'est incroyable parce que chacun a son boulot en gros. Ah oui, et il faut assister à ce qu'on appelle une curée, c'est-à-dire quand vous avez effectivement un animal mort ou qu'on met d'ailleurs volontairement parce que c'est gratuit, on en reparlera, mais vous les voyez arriver. Vautour arrive et vous avez les vautours fauves qui donc sont les premiers à commencer la chirurgie, si j'ose dire. Et puis vous avez le vautour moine qui est là, mais qui attend son tour. Donc il sautille autour. Bon, allez-y les gars, j'ai pas que ça à faire. Et puis ensuite vous avez le percno qui arrive. Alors il est dans le ciel, il tourne au-dessus. Et puis bien longtemps après, quand il reste plus que les os, vous avez le gypaète. Donc c'est la perfection en fait. On peut pas faire. Alors je suis pas sûre que tout le monde ait forcément cette vision des vautours. Et justement, pour ceux qui souhaiteraient peut-être dépasser un peu cette mauvaise image du vautour, comment peut-on en France aller les observer, être peut-être accompagné par des gens qui ont les connaissances nécessaires pour nous donner envie de mieux connaître ces animaux qui ne sont pas forcément les plus beaux. Enfin, je ne sais pas si on peut parler de beauté d'ailleurs en la matière, vous ne serez certainement pas d'accord avec ça. Mais bon, voilà, ils ne sont pas les plus doux à regarder. Si. Je savais, je me doutais de votre réponse. Non, en vol, c'est le plus beau. C'est vrai. Mais en vol, extrêmement majestueux. C'est comme si vous connaissez le poème sur l'albatros. Un albatros qui décolle, c'est pas très très joli, mais en vol, ce sont des planeurs majestueux. C'est vrai. Il y a des c'est gens. C'est juste leur tête qui est un peu particulière. On s'habitue, nous on aime bien. Et quand vous avez quand même des gens, il y a un tourisme autour des vautours aujourd'hui. Quand j'étais petit, où est-ce qu'on les observe, Yves? Alors, juste quand j'étais gamin, on espérait en voir un. C'était dans les années 70. Si on en voyait un, on avait une 403, on pilait, les 4 portes s'ouvraient, c'est pas moi qui conduisais. Et les jumelles étaient braquées, on criait percnoptère. Aujourd'hui, c'est moins rare et heureusement. Et vous avez aujourd'hui tout un chacun peut voir des vautours dans tout le massif central, en partie dans l'arc alpin et dans les Pyrénées. Il y a même des centres pédagogiques pour ça. Donc il suffit de vous renseigner. Il peut y avoir des sorties organisées en fait. Il y a des sorties, bien sûr. Il y a des sorties organisées et vous pouvez effectivement prendre contact avec la LPO la plus proche de chez vous sur Internet et vous verrez les sorties. Je vais juste revenir on va revenir sur la question de la prédation. Oui, tout à fait. D'accord, et bien justement, j'allais y venir tout de suite. J'allais y venir tout de suite pour que vous nous expliquiez que se passe-t-il en ce moment-là. On parle beaucoup des vautours, des attaques sur des troupeaux d'animaux vivants. Quel est votre point de vue, vous qui connaissez bien ces animaux? Alors, il n'y a pas d'attaque déjà, parce que le terme d'attaque est une erreur scientifique.
tout simplement parce que les vautours ne sont pas équipés pour attaquer. Un animal qui attaque, il a des stimuli sur l'attaque, qui est par exemple la fuite. Il faut que l'animal bouge. Or, un vautour ne va attaquer qu'un animal qui ne bouge plus. Donc ça, c'est la première chose. Deuxièmement, il n'a pas de chair préhensible. Son bec, c'est en fait un ciseau qui sert à découper. Donc vous voulez dire que les animaux vivants qui ont été, entre guillemets, victimes des vautours, l'ont été parce qu'ils n'étaient plus en bonne santé? Est-ce que c'est comme ça qu'on peut interpréter les choses? Il faut comprendre que le cheptel domestique est en estive, ou sur les parcours pastoraux, il est exposé à des tas de risques de mortalité, d'accidents, de pathologies. On estime à peu près, si vous voulez, qu'en estive, il y a 3 à 5% des ovins qui meurent d'accidents, etc. Et c'est 16% en moyenne chez les agneaux. Et pour les bovins allaitants, c'est de l'ordre de 2,5 à 3%. Donc il y a beaucoup d'animaux qui meurent, ça il faut le savoir. Il y a beaucoup d'animaux qui meurent. Et dans la quasi-totalité des cas, la très grande majorité, les vautours ne consomment que les animaux morts. Alors très ponctuellement, il y a un moment, si vous voulez, où il peut commencer à consommer un animal agonisant, parce qu'il ne bouge plus, il est en situation de grave handicap, c'est fini, il va mourir, et effectivement le vautour va l'attaquer. Mais c'est pas possible, ils ne font qu'accompagner la mort de l'animal. Et ça, c'est pas nous, la LPO, ce sont les vétérinaires qui le disent. Donc, et les constats ont toujours lieu après. Bon, mais écoutez, c'est bien en tout cas de rétablir un petit peu la vérité par rapport au mode de fonctionnement de ces vautours et par rapport à leur rôle, on le rappelle, important dans la nature. Yves Verriac, je vous sens passionné par les vautours et j'aurai plaisir à en parler pendant des heures avec vous. Malheureusement, je peux vous dire un mot de conclusion? Je vous en prie. L'État français a délégué un service public et d'intérêt général aux vautours, d'équarrissage. C'est 100% gratuit et les vautours le font bien volontiers et on les en remercie. Eh bien, merci à vous en tout cas d'être venu un petit peu rétablir l'image de marque de ces vautours sur l'antenne de Sud Radio. Et pour tous les passionnés de nature, je vous propose de vous rendre sur le site de la LPO, notamment à l'occasion de cette journée internationale de sensibilisation aux vautours. Bon congrès à Marseille. Merci à vous. Protégez bien la nature. Merci à vous. Allez, tout de suite, c'est notre question veto. Sud Radio, vos animaux. Question veto. Et pour cette question veto, j'ai le plaisir de recevoir une auditrice qui s'appelle Frédéric. Bonjour Frédéric. Bonjour. Merci d'être avec nous sur l'antenne de Sud Radio en ce samedi matin de rentrée. Je vous écoute Frédéric. Alors écoutez, moi je vous appelle pour un problème relationnel avec mon chat. Oui. Alors c'est un chat qu'on avait recueilli il y a 3 ans de ça, qui avait été castré, donc qui était très casanier, très câlin, qui restait beaucoup à la maison. Et entre-temps, on a récupéré une petite chatte abandonnée, qui est rentrée dans le foyer aussi. Oui. Et depuis, en fait, notre gros chat Pompon ne veut plus du tout rester à la maison, nous snob, il reste autour de la maison, il va chez les voisins, mais en fait, on n'arrive plus du tout à avoir de contact avec lui. Depuis l'arrivée de cette petite chatte. Voilà. Alors au début, il était très agressif avec elle, il a soufflé, tout ça. Très progressivement, ça s'est calmé. Il faisait que l'ignorer. D'accord. Et depuis, voilà, on n'arrive plus du tout à avoir de contact avec lui. Elle est comment avec lui ? Elle est très joueuse. Alors, elle est beaucoup plus jeune. Elle est très joueuse. Elle cherche le contact. Mais lui, voilà, il la snob totalement. Et nous aussi. Et il vous snob du coup, et c'est ce qui vous ennuie. Je comprends tout à fait. En fait, il faut essayer de se mettre un petit peu dans la tête de Pompon. Il avait une maison accueillante, une famille, des repères. Et puis, d'un seul coup, une intrus est arrivée. Alors, ça peut très bien se passer. Ça peut être au contraire extrêmement
positif, bénéfique pour un chat d'avoir un copain ou une copine au quotidien. Et puis ça peut aussi être vécu comme quelque chose d'imposé et d'absolument abominable. Et je crains que Pompon vive les choses de cette manière-là. Alors comment essayer d'améliorer son quotidien et de faire en sorte qu'il retrouve des repères et qu'il se rapproche de vous? Je ne sais pas comment est organisée votre maison, Frédéric, mais peut-être pouvez-vous organiser l'espace pour que Pompon ait un espace à lui vraiment dédié, où la petite chatte ne puisse pas aller, où vous puissiez avoir des moments d'échange avec lui, peut-être un endroit dans cet endroit dédié où il aura son repas à lui, sa litière à lui, ce qui lui permettra de... c'est pas le cas. Voilà, ce qui lui permettra de retrouver ses repères et de se dire bon, ok, elle est là, j'ai pas tellement envie de la voir, mais j'ai quand même mon coin à moi. Parce que j'ai l'impression que Pompon, il se sent un peu viré de chez lui quelque part. Oui, alors, oui. Il est parti de son propre chef, on a bien compris, mais il est parti parce que la présence de cette chatte le dérangeait. Donc il faut que vous arriviez à vous réorganiser pour qu'il retrouve des repères qui ne soient qu'à lui. Déjà, il faut multiplier les litières, c'est important, on ne le répétera jamais assez. Quand on a 2 chats, c'est au minimum 3 litières dans votre maison. Si la maison est très grande, vous pouvez même en mettre davantage. Et puis vraiment, créer un espace qui lui convient. Vous connaissez ses habitudes, vous savez sur quoi il aime dormir, vous savez avec quoi il aime jouer. Eh bien, mettez dans cet espace-là les choses qu'il aime et qui ne seront qu'à lui, qu'il ne devra pas partager. D'accord, très bien. Vous essayez ça, Frédéric, puis vous nous tenez au courant ? Merci beaucoup pour ces petits conseils. Merci à vous. Je vous souhaite un excellent week-end. Vous habitez à Brive, je crois, c'est ça ? C'est ça. Alors un week-end sous le soleil. Merci Frédéric. Merci. Allez, bon week-end, au revoir. On marque. Merci à vous d'être présent sur l'antenne de Sud Radio en ce samedi matin. Nous continuons l'émission Vos Animaux, première émission de la rentrée. Et je vous remercie d'ailleurs pour votre fidélité. Dans C'est votre histoire, aujourd'hui, nous allons donner la parole à la présidente d'une association de protection animale qui s'appelle la Maison des Animaux. Bonjour Sabrina Gros. Bonjour. Merci beaucoup Sabrina d'être avec nous ce matin. Alors vous avez un combat qui est l'adoption responsable. Pouvez-vous nous expliquer, Sabrina, ce qu'est l'adoption responsable pour vous ? Alors, l'adoption responsable, c'est de ne pas placer à tout prix, c'est de choisir la bonne famille qui correspond à l'animal. Voilà, pas essayer de placer le plus rapidement possible, mais de placer juste. On fait de la qualité plutôt que de la quantité. C'est ça. Comment se passe d'abord, présentez-nous votre association, Sabrina, la Maison des Animaux. Alors, la Maison des Animaux, c'est une association qui a été créée en août 2009. Oui. On recueille des animaux qui sont accueillis en famille d'accueil. D'accord. Donc ça veut dire que vous n'avez pas de refuge. Vous travaillez avec des familles volontaires pour prendre les animaux qui seront ensuite proposés à l'adoption. Absolument. Ces animaux-là, on les recueille, on fait tous les soins qui sont nécessaires. On fait la mise en règle, la stérilisation, l'identification, les vaccins, etc. Et puis ensuite, on regarde un petit peu leur caractère en famille d'accueil et on leur cherche une famille. C'est-à-dire que vous prenez le temps de connaître l'animal avant d'aller justement à la rencontre d'une famille qui potentiellement pourra l'adopter. On est vraiment dans cette logique d'adoption responsable. Oui, voilà, absolument. Où est située votre association, Sabrina ? Alors, du côté de Provins, dans un petit village qui s'appelle Hermé, à côté de Provins, en Seine-et-Marne. Et donc, j'imagine que l'ensemble de vos familles d'accueil sont dans ce secteur ? Sur la région parisienne. D'accord. D'où proviennent les animaux qui vous sont confiés ou que vous récupérez ? Alors, pour les chats, c'est principalement du chat trouvé. Oui. Ça, il y en a beaucoup, malheureusement. Et puis, sinon, aussi des gens qui ne peuvent plus garder leurs animaux pour X ou Y raison et qui les abandonnent directement à l'association. Est-ce que vous faites aussi ce qu'on appelle les sorties de fourrière, c'est-à-dire vous récupérez des animaux qui ont été récupérés divagants et mis en fourrière ? Oui, absolument.
Sabrina, j'aimerais avoir votre point de vue en tant que femme engagée auprès de la cause animale. Est-ce que vous avez le sentiment que cet été, a été encore plus violent en termes d'abandon? Parce qu'il y a eu beaucoup d'animaux pris pendant les périodes de confinement et on craignait finalement que ce soit un peu un emballement de la part de certaines personnes et que derrière il y ait des abandons. Vous, qu'avez-vous pu constater à votre niveau sur le terrain? Moi, je ne le constate pas forcément. C'est bien, c'est une bonne nouvelle. Oui, tout à fait. Il faut le dire aussi. Oui, tout à fait. C'est vrai qu'on parle beaucoup de ce phénomène-là et moi, je ne le ressens pas forcément. Les animaux viennent pas plus d'abandon que d'habitude. Enfin, je veux dire, voilà, l'été, on a beaucoup de chatons, mais les chatons, c'est les chats qui naissent dehors. Voilà, donc je veux dire, il n'y a pas plus d'abandon, je trouve, d'animaux de propriétaires que d'habitude. Ça veut dire donc que ces adoptions qui ont eu lieu pendant les périodes de confinement ont été des adoptions responsables. J'aimerais que vous nous donniez des conseils aux gens qui nous écoutent ce matin sur l'antenne de Sud Radio et qui souhaiteraient faire l'acquisition d'un chien ou d'un chat. À quoi faut-il penser avant? Quelles sont les bonnes questions à se poser? Et puis, comment faire? Où aller? À qui demander? Alors, je pense qu'il faut déjà penser à ses conditions de vie. C'est-à-dire que je pense qu'il ne faut pas, parce qu'on trouve un husky beau, prendre un husky si on est quelqu'un de sédentaire, par exemple. Je pense qu'il faut choisir une race qui va avec son mode de vie. Je pense que déjà, et c'est pas forcément la taille aussi de l'animal. Souvent, quand on voit un petit chien, on se dit en appartement, ça va bien se passer. Mais non, c'est pas comme ça que ça marche. On est d'accord. Voilà, oui, absolument. Et puis il y a des chiens, il y a des grands chiens qui ont besoin de beaucoup se dépenser et qui vivent en appartement et qui le vivent bien mieux qu'un chien qui ne sortira jamais de son jardin. Tout dépend de ses conditions de vie. Si on est très sportif et qu'on a un chien qui demande beaucoup d'exercice mais qu'on vit en appartement et qu'on lui fait faire beaucoup de sport, il n'y a pas de raison que ça se passe mal. Donc on se renseigne au préalable sur la race si on veut un animal de race. Quelles sont les autres questions à se poser? Je pense qu'il faut quand même se rendre compte que c'est un budget, que ça va coûter de l'argent. Il faut se renseigner sur plein de choses, le temps qu'on va pouvoir lui accorder. Vous, par exemple, lorsque vous rencontrez des familles qui ont envie d'adopter, quelles sont les questions que vous leur posez pour comprendre si elles correspondent à ce que vous cherchez pour l'animal? Moi, je leur demande déjà leurs conditions de vie, s'ils vivent en appartement, en maison, s'ils sont sédentaires, si c'est des gens qui font, quelqu'un qui va faire une petite balade au pied de l'immeuble, il va lui falloir un petit chien très calme et un petit papy, par exemple, à sauver ou quelque chose comme ça. Je pense qu'il y a toujours un animal qui correspond à la personne. Mais il faut juste trouver l'animal qui correspond à son mode de vie. D'où cet entretien préalable qui est absolument indispensable avec les associations avant de prendre un animal, parce que vous l'avez dit très justement, Sabrina, il ne suffit pas d'avoir un coup de cœur sur un aspect physique, il faut vraiment que tout colle pour que l'adoption soit très réussie. Alors on a compris tout à l'heure que vous fonctionniez avec des familles d'accueil. Peut-être avez-vous besoin de nouvelles familles d'accueil? Est-ce que vous pouvez nous expliquer leur rôle? Alors, le rôle d'une famille d'accueil, c'est d'accueillir un animal chez soi, comme si c'était le sien. Lui apprendre aussi les bases d'une vie de famille, parce qu'il y a des animaux qui ne connaissent absolument pas ça. Donc, c'est de le préparer pour qu'il puisse avoir ensuite une adoption plus facile. Voilà. Par exemple, un chien qui ne va pas connaître la propreté, ça va être le rôle de la famille d'accueil de lui apprendre la propreté, etc. pour qu'ensuite on puisse lui trouver une famille plus facilement derrière. C'est un rôle qui n'est pas facile parce que finalement on donne de l'attention, de l'affection à un animal, mais on sait que derrière il va partir, on est bien d'accord? Mais oui, c'est ça. Mais je pense qu'il ne faut pas le voir comme ça. Il faut se dire que c'est une bonne action. Qu'on a permis de sauver cet animal, et que sauver un animal ne changera pas le monde, mais son monde sera changé pour lui. Donc, c'est une très jolie phrase que j'ai parfois vue inscrite sur des portes de refuge, effectivement. Et c'est vrai que ça résume vraiment bien la situation. Avez-vous du mal à trouver des familles d'accueil? Oui,
c'est assez difficile. Il y en a peu qui restent dans le temps parce que beaucoup, en fait, une majorité, on va dire, au bout d'un certain temps, ils finissent par adopter l'animal. Ah, bon, écoutez, au moins comme ça, c'est aussi une bonne solution. Donc, mais on en a peu qui sont là dans le temps. Alors, on en a qui sont là depuis des années et qui font vraiment que ça. Mais voilà. Mais il y a quand même un turnover qui est assez Deux questions encore, Sabrina. D'abord, combien d'animaux avez-vous placés de cette manière depuis votre existence? Est-ce que vous en avez une idée? Alors, le chiffre exact, je ne l'ai pas. J'ai les chiffres des dernières années. Alors, les dernières années, rapidement. Alors, jusqu'à 2007, à peu près, on fait 80 adoptions par an. D'accord. Et puis ensuite est arrivé les salons. Avec Animal Expo, etc. Et là, d'ailleurs, vous serez présente sur Animal Expo, ce sera le premier week-end d'octobre. Tout à fait. On sera présent à l'Adoption Center et vraiment Animal Expo nous a donné une grande visibilité. Et du coup, depuis, les adoptions ont beaucoup augmenté. L'année dernière, en 2020, on était à 240. Eh bien, écoutez, merci infiniment Sabrina Gros. Je rappelle le nom de votre association, ça s'appelle la Maison des Animaux. On peut vous retrouver sur les réseaux sociaux, enfin c'est très facile de vous trouver. Et on peut venir vous voir surtout à Animal Expo, au Paris Animalist Show. Voilà, c'est le moment aussi de rencontrer toutes ces associations très engagées dans le monde animal. Merci à vous, passez un bon week-end. Merci à vous très chers auditeurs de Sud Radio. J'aurai grand plaisir à vous retrouver dès la semaine prochaine pour un nouveau numéro des Animaux.